suis persuadé que vous vous interrogez sur le rapport qu'il peut exister aujourd'hui entre l'aérospatiale, l'aéronautique et l'équipe nationale de Tunisie, équipe d'un pays maghrébin et de qui plus est féminine. Cette question peut vous interpeller, je le comprendrai. Je me suis posé moi-même la question et j'y ai trouvé au moins un élément de réponse. Cet élément de réponse, c'est cette quête de performance qui appartient bien évidemment au sport et au sport de haut niveau, mais je pense aussi qu'il doit, à un certain moment, sûrement, très sûrement, appartenir aussi à l'aéronautique. Alors ce que je suis venu vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire de femmes, une histoire d'hommes, une histoire de passion et tout ce qu'elle m'amène à mettre en place pour arriver à être performant dans un contexte assez singulier. J'étais joueur, voilà, j'aimais ça, j'aime ce sport. J'étais dans les métiers du sport, donc bien évidemment, à la fin de ma carrière de joueur, en ayant joué à un assez bon niveau, j'ai décidé de me tourner vers l'entraînement, puis j'entraînais à un certain niveau aussi, pas de rugby professionnel, je pense que c'est pas ma tasse de thé, pour des raisons de valeur. Mais j'ai entraîné tout de même à un bon niveau, j'ai eu quelques titres, et puis voilà, l'âge arrivant, je me disais, tiens, il est temps d'arrêter. Ma femme sera contente, elle me verra plus souvent. Et puis, ça serait... Sauf que j'arrivais aussi à l'université de Bordeaux, et mon ami Yves Priou, entraîneur aussi célèbre de rugby, si certains ont un peu de culture, c'était l'entraîneur qui entraînait Bègue en 91 et qui a été champion de France. Et surtout, c'était l'entraîneur qui entraînait Bègle quand Toulon est venu perdre à Bègle pour un quart de finale un peu historique. Ça avait été un match d'hommes historique. Voilà, donc il me dit, tu devrais t'occuper des filles à l'université. À cette époque, du rugby féminin, je n'en connaissais strictement rien. C'est vrai qu'il était réduit à la portion congrue et que c'était un peu les déshérités de la fédération. Du rugby féminin, je ne connaissais que quelques amis de ma femme qui étaient venus à mon mariage, qui jouaient au rugby dans un petit club du sud-ouest. Là, j'avais pu constater que la troisième mi-temps, elles avaient bien compris ce que c'était. Bon, ça avait un côté sympathique, mais ça n'allait pas plus loin. Donc me voilà embarqué dans cette histoire, au départ, sans vraiment de conviction, mais je rencontre un public vraiment surprenant. Envie de progresser, envie d'apprendre, et en même temps, je fais certains constats. Les constats que pour arriver à un projet de performance, il faut des structures pour accompagner ce projet de performance, et qu'en France, il y avait très peu de structures qui permettaient d'accompagner les filles dans ce sport pour les amener à un projet de performance. Donc, à étant à l'université, associant le projet d'études et le projet de performance, je me dis il faut faire quelque chose. Et je me suis battu pendant quelques années pour que ces filles puissent avoir accès à des structures qui leur permettent de concilier études et sport et puis de réussir, quoi. Voilà. Donc, à la suite de ça, ces quelques années, ça ne s'est pas fait facilement. On a aujourd'hui 8 centres universitaires en France où les filles s'entraînent assidûment et régulièrement parce qu'elles sont sérieuses et elles suivent en même temps des projets d'études très intéressants. Et donc, tout ça s'est mis en place. Parallèlement à ça, eh bien, on m'a demandé de m'occuper de l'équipe de France universitaire, chose que j'ai fait avec plaisir. Quand on vous propose une sélection nationale, eh bien, vous répondez présent. Ça serait quand même particulier si vous refusiez. Et donc, me voilà engagé de nouveau dans une aventure d'entraînement. Et cette aventure d'entraînement m'a amené à deux finales perdues en championnat du monde. Et à Swansea en 2016, où là, enfin, nous avons eu la consécration de ce titre. Et ça, c'était intéressant parce que pour moi, c'était aussi l'aboutissement d'un type de management où l'humain est central. Puis ces championnats-là, c'est souvent des soirées avec d'autres entraîneurs, d'autres équipes nationales, de longues discussions, souvent autour d'une bière, c'est quand même bien agréable. Et on croise nos regards sur le jeu, et nos regards sur le jeu à travers différentes cultures. Quand on est canadien, quand on est tunisien, quand on est marocain, ou quand on est anglais, irlandais, et on s'aperçoit que la culture façonne aussi la manière d'appréhender ce jeu-là. Et ça m'a toujours interpellé, j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Donc me voilà engagé dans une nouvelle aventure, puisque
on me demande encore une fois de partir entraîner l'équipe de Tunisie, féminine, un pays maghrébin. Bon, je suis content. Et donc, évidemment, je dis, alors cette fois-ci, je dis à ma femme, c'est la dernière, j'arrête après. Et donc, me voilà en partie dans une nouvelle aventure. Et bien, cette aventure, elle se passe de manière assez particulière, puisque c'était vraiment un contexte singulier. Un pays musulman et une équipe nationale féminine. Ça, c'est quand même des choses qui jouent au rugby. Donc les filles, elles jouent au rugby d'une certaine manière. Ça, je l'avais appréhendé depuis un certain moment, et qu'on soit en France ou en Tunisie, c'est la même chose. Elles n'aiment pas l'affrontement direct, elles préfèrent la vitesse, elles préfèrent l'évitement, parce que de toute manière, elles n'ont pas la force pour jouer donc, de la manière dont peuvent jouer les hommes. Donc elles se sont appropriées le jeu, et elles ont transposé leur féminité dans ce jeu, et je trouve qu'il ne fallait surtout pas dénaturer ça. Sauf que en Tunisie, eh bien, il y a le poids de la culture musulmane qui pèse et qui est là, présente, et qui font que ces filles, elles ont un côté assez particulier, je dirais. Bien évidemment, j'en ai quelques-unes qui sont voilées, enfin, qui ont un foulard, bon, je veux dire, un rapport à la corporité, je dirais, particulier, mais c'est pas gênant, finalement. C'est pas gênant qu'elles soient avec un foulard, enfin, un collant qui leur descend au poignet, ou si elles veulent pas montrer leur mollet, elles ne le montrent pas, c'est pas grave. Elles le réservent aux futurs élus de leur cœur. Ça, c'est pas grave. C'est surtout ce qui est invisible qui pèse sur l'approche qu'on peut avoir et l'impact culturel que ça représente. Ces filles-là, elles ont subi souvent l'autorité du mâle, l'autorité du père, l'autorité du frère, et on les a construites dans une attitude de soumission. Et donc le rapport à la performance qu'elles peuvent avoir, eh bien, il est dans ce rapport de soumission. Et tout ce qu'elles avaient vécu avant moi, c'était dans ce rapport de soumission. Donc moi, là, j'ai dit stop, j'ai transporté, je me mets en rupture avec ce modèle-là, et puis je vais vous entraîner d'une autre manière. Ça voulait dire que je me mette en rupture sur 3 points. La relation avec le staff, parce que je ne travaille pas tout seul, mais il fallait qu'elle soit différente. La relation qu'elles avaient aussi dans la manière de les responsabiliser, de les rendre autonomes dans le jeu, aussi il fallait qu'elles soient beaucoup plus actrices. Donc j'ai agi dans ce sens-là pour faire en sorte que ces filles découvrent notre rapport au monde, notre rapport au jeu, notre rapport relationnel où elles existent, elles soient enfin des actrices de ce qu'elles font, parce qu'elles le font vraiment elles y passent beaucoup de temps, et donc ça mérite d'y vivre heureux quand on y passe beaucoup de temps. Donc, la première chose dont je me suis dit, c'est le staff, la relation avec le staff, ça va changer. Fini la transposition de mes assistants qui se transposaient en tant que père, en tant que frère, et avaient une relation d'autorité, où l'autorité du mâle était présente, et tout ce qui construisait le modèle de la relation se faisait à travers cela. Ça, stop. Par exemple, le rugby à 7, c'est super dur, quoi. On est 7 sur un grand terrain, quoi. Je ne sais pas si certains ont joué au rugby, mais on dit 2 fois 7 minutes. Mais quand vous y êtes sur le terrain 2 fois 7 minutes, vous trouvez les mi-temps très très longues. C'est devenu olympique, ce jeu, donc vous avez peut-être pu le voir au dernier jeu. Et donc je dis stop à cela. Le préparateur Philippe, par exemple, que j'ai, lui, sa relation, elle était toujours au travers de tout ce qu'il pouvait dire, passer par le crible de son autorité. Faire une séance de physique dure, parce qu'il faut les faire pour devenir performant sur le terrain, c'était crier sur les filles jusqu'au point, et quand elles n'arrivaient pas à faire ce qui était demandé, eh bien, c'était un soupçon de tricherie ou un soupçon de fainéantise, etc. On n'imaginait pas que des filles pouvaient être fatiguées, on n'imaginait pas que des filles pouvaient avoir leurs règles et que ça perturbe leur comportement, on n'imaginait pas cela. Fin du chapitre, on ne fonctionnera plus comme ça. Et maintenant, quand on va faire une grosse séance de physique, eh bien, on va se réunir, on va se préparer mentalement à affronter cette difficulté pour se dépasser. Et puis, si on n'y arrive pas, eh bien, on se posera la question pour quelle raison on n'y a pas été. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est blessé? Est-ce qu'on a ces règles, comme je dis, des éléments? Et surtout, on ne va pas condamner la fille et la mettre la classer comme si c'était une tricheuse. Voilà. Donc, pour moi, la relation au staff, c'est ça. C'est-à-dire que la relation qu'ont les sportifs avec leurs entraîneurs, c'est quelque chose qui se construit, qui est positif, et qui ne dépend pas de l'autorité. Et s'il y a une autorité qui doit apparaître dans cela, c'est l'autorité de la compétence, mais sûrement pas celle de l'autorité du mal. Celle-là, elle n'est pas acceptable. Et en tant que chef de projet, je l'ai interdit et je la bannis. De la même manière, j'ai cherché à rendre ces filles très autonomes. Et pour cela,
je leur ai proposé plusieurs choses. D'abord, quand on s'entraîne, eh bien, le statut de l'erreur, le statut de l'échec, eh bien, c'est pas quelque chose qui nous condamne, c'est quelque chose qui nous fait grandir. Donc on réfléchit par rapport à ça. On fait plein de choses. Par exemple, si on fait un match, on ne va pas le ramener la vidéo en disant vous avez fait ça, ça, ça et ça. Non, non. Tenez la vidéo, regardez la vidéo et dites-moi ce que vous pensez de votre prestation. Bien évidemment, moi je fais le même travail de mon côté et on compare. Mais je les rends actrices de ce qu'elles font. On fait beaucoup de travail technique, on répète beaucoup de choses pour que ça aille vite, pour que la vitesse d'exécution soit là, etc. Et de la même manière, il y a des jours, on fait tomber des ballons. Et quand on est un entraîneur, on n'aime pas que les ballons tombent, parce que ça fait un en avant au rugby, et ça, on n'aime pas. Donc on s'interroge, pourquoi les ballons sont tombés? Mais on interroge les filles, on essaie de trouver encore des solutions par rapport à ça pour que ces ballons ne tombent plus. Elles sont actrices. Et le dernier point sur lequel aussi je suis intervenu de manière très forte, et qui sont les axes sur lesquels on travaille, qui vont transformer ces filles, c'est le rapport qu'elles ont au jeu. Elles y passent du temps, elles sont quasiment professionnelles. C'est de leur dire, voilà, ce qu'elles ont vécu avant, c'était je suis dans un jeu complètement programmé parce que l'entraîneur, lui, eh bien, il transposait encore une fois cette autorité. Donc, il était hors de question de remettre en cause sa compétence. Donc, je programme le jeu. Premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, cinquième temps, sixième temps. Évidemment, si ça on joue au rugby, quand on arrive au troisième temps, en principe, le ballon est déjà tombé. Donc on n'allait jamais au cinquième ou au sixième temps. Donc effectivement, les responsables de ça étaient les filles, et l'entraîneur sortait blanchi de tout problème de compétence, puisque c'était elle qui n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout du projet. Ça confortait l'entraîneur dans ce type de relation. Pareil, nous avons balayé la chose et nous avons dit, écoutez, voilà, on va définir des principes, et dans ces principes, vous allez faire ce que vous voulez. Vous respectez les principes qu'on définit, mais dedans, mais après vous jouez. Vous êtes libre, vous avez un espace de liberté. Et on verra ensuite, si vous avez respecté les principes, ce qui a été bien et pas bien. Derrière ça, ce qui apparaît, c'est qu'il y a un mot qui est apparu qui n'existait pas chez elle, c'est le mot plaisir. Plaisir de jouer, plaisir de passer du temps à s'entraîner. Et ça, je veux dire, c'était la première victoire. Alors aujourd'hui, ça fait maintenant quelques mois, pas trop longtemps, mais quelques mois que nous travaillons ensemble. L'affaire n'est pas finie. Quand on modifie les gens structurellement, comme ça, on n'est jamais à l'abri d'une position de repli. C'est-à-dire que les performances d'une équipe nationale, ça ne va pas être linéaire. Enfin, je suis désolé, c'est la Tunisie, ce n'est pas les Blacks. Donc évidemment, j'espère qu'on va gagner quelques matchs, mais très certainement, nous allons en perdre. Et donc, par rapport à ça, il va falloir que je sois très attentif, parce que dans la défaite, c'est une culture tunisienne aussi qui sacralise beaucoup trop victoire et défaite, avec un rapport à l'affect trop important. Et donc, on n'arrive pas à rationaliser les choses, à les regarder d'une manière, je dirais, neutre, et essayer de construire nos prochaines échéances tranquillement, en essayant de ne pas tout remettre en question chaque fois qu'on va rencontrer un obstacle, parce qu'il y en aura. Donc là, je suis vigilant, parce que la solution de repli, vous savez, je prends souvent l'image de l'enfant qui est accroché, qui n'apprend à nager, qui est accroché à la goulotte de la piscine. Il sait nager, donc il va aller nager un petit peu là où il a papier, et puis dès qu'il y a le moindre écueil, hop, il vient se raccrocher à la goulotte de la piscine. Eh bien, mes entraîneurs, les filles, elles sont là, elles ont commencé à nager là actuellement, mais très vite, s'il y a un obstacle, je les sens capables de revenir se raccrocher à la goulotte de la piscine et accepter les comportements antérieurs. Donc, bien évidemment, je suis vigilant à cela, mais j'espère que pour moi, 2007, pour nous, 2007 sera une bonne année, parce que je les sens dans cette dynamique de progrès. Et surtout, je répète, c'est que là, je sens vraiment le plaisir qui est là, et je crois que ça, c'est le moteur essentiel. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand on entraîne, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'empathie pour le genre humain, aimer les gens qu'on entraîne. Il faut aussi avoir beaucoup d'humilité. Parce que la performance, je vous donnerai à Kinoves, qui est de Toulouse, la performance, c'est bien, mais la contre-performance, qui génère souvent beaucoup de frustration, bien, elle nous guette au quotidien. Donc, il ne faut surtout pas s'enflammer par rapport à ça. Et à partir de là, je crois que les gens, nos sportifs, nos entraîneurs, quand ils s'engagent dans un projet comme ça à 1000%, mais je crois qu'ils
ils construisent beaucoup de choses, ils communiquent, il faut fédérer énormément d'éléments, il faut forger dans la patience, la planification, la programmation, et s'exposer aux coûts, et tout ça, c'est difficile. Alors notre société, bien évidemment, souvent, elle sacralise la victoire. Donc seuls ceux qui ont la victoire sont les élus, et puis les autres, eh bien, ils n'existent pas. Mais moi, ce que je pense, c'est pas ça. Ce que je pense, c'est quand on s'engage comme ça, on ne devient pas une personne extraordinaire, mais en tout cas, on n'est plus une personne ordinaire. Et ça, j'en suis persuadé. Et ce que je pense, c'est que ces gens-là, eh bien, ils grandissent grâce au cheminement qu'ils ont pour essayer de construire ce rêve de performance. Et même si parfois, il n'y a qu'un seul vainqueur, je crois que ça nous rend tout ça, ça nous rend à tous bien meilleurs par ce cheminement. Le dernier point qui me paraît aussi important, dont je voudrais vous parler, c'est dans ces modèles de management, la performance, je veux dire, il faut aussi avoir le cœur d'aller affronter l'inconnu. Chacun d'entre nous a un modèle, je dirais, affectif en rapport à l'inconnu qui lui est propre. Certains, je dirais, quand ils le voient, ils s'enfuient. Et puis d'autres, quand ils le voient, eh bien, ils vont le provoquer, le questionner. J'avais envie de poser une question aux gens de l'aéronautique, c'est finalement, est-ce qu'on pourrait concevoir un avion sans aile et sans moteur? Vu ce que j'ai vu tout à l'heure, la réponse est oui. Mais l'idée, c'est que plus on est expert dans une activité, plus on a le pouvoir d'interroger cet inconnu et donc de l'affronter. Bien sûr, on se construit sur des modélisations qui nous appartiennent, enfin des cultures et des modélisations qui nous permettent justement d'apprendre et de construire des modèles, mais il faut avoir la force de les questionner, ces modèles, de les remettre en cause. Et parce qu'on les remet en cause, on participe, c'est pour moi, dans la performance, l'esprit pionnier, quoi. C'est participer à l'aventure humaine, parce que si on ne fait dans le sport de haut niveau que répéter que ce qui se fait de mieux ailleurs, eh bien on a toujours une longueur de retard. Donc il faut être capable justement de questionner ces modèles pour eh bien, évoluer et parfois les remettre en cause. Et en ce sens-là, je crois que, et c'est pour ça que cette quête de performance, j'en ai parlé, je conclurai là-dessus, en ce sens-là, je crois qu'il n'y a pas de différence entre la quête de la performance quand on fait du sport ou du sport de haut niveau, et puis la quête de performance quand dans la technologie on cherche à faire avancer des modèles en les questionnant pour les rendre encore plus performants. Voilà, je vous remercie.